un point que Catherine a soulevé qui me paraît très important, et sur lequel je pense qu'il faut un peu insister. C'est que bien entendu, on a un vrai problème de relation sciences et société qui influe très profondément notre manière de travailler. Par exemple, il est vrai que la presse est plus sensible aux émotions et que donc un certain nombre de catastrophes et de fausses terreurs qui se sont succédées année après année répondent aux besoins de la société des médias de se faire peur pour une raison ou pour une autre. Je voudrais prendre que H5N1, je m'excuse, mais H5N1 c'est une zoonose qui tue les animaux. Il n'y a pas de transmission humaine. La prédiction, je vois votre papier, là c'est très intéressant, mais la transmission chez le furet ne préjuge pas de la transmission chez l'homme, c'est un fantasme. Mais qui est un fantasme entretenu parce que les grands journaux, y compris les grands journaux scientifiques, nature, science, vivent de cette évolution qui excite tout le monde. Et ces terreurs à répétition que je vis depuis maintenant 20 ans ne se révèlent jamais. C'est jamais vrai, mais ça fait bouillir la société. La deuxième chose qu'aime la population et donc la presse, c'est la prévision. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et on ne sait pas le dire. C'est pas vrai. L'avenir n'est pas le reflet du passé. La grippe espagnole, ça n'arrivera plus. Vous direz pourquoi? Mais plus jamais. C'est pas vrai. Marx disait aussi, vous voyez, je m'adapte au passage à la rougeur, à propos de Napoléon III, l'histoire se répète la première fois comme un drame, la deuxième fois comme une farce. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. La troisième chose, c'est que même si on parle de tabous, les tabous les plus importants, je vais vous en donner un, au risque de me faire crucifier, les tabous, les choses les plus simples, les plus évidentes dans la transmission, on n'a toujours pas le droit de le dire, mais je vais vous le dire quand même. Quand même, on a un problème majeur avec le sida dans ce pays, c'est que la population des gens qui ont des coïtanos réceptifs ont un taux de transmission et d'infection qui est aussi élevé qu'actuellement. D'accord? Et que la transmission de l'hépatite C sexuelle, ça n'est pas sexuel, c'est coïtanat réceptif. On ne peut pas le dire. Quelque chose, c'est un mode de transmission essentiel. La médecine et la science n'est pas politiquement correcte. Elle est ce qu'elle est. Et ça, il faut que nous puissions dire simplement les choses parce que nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec les médias qui nous interdisent, y compris dans les meilleurs jours. Mais on peut dire, différence entre la France et l'Angleterre, quand quelqu'un arrive en urgence en Angleterre parce qu'il a eu peur d'avoir attrapé le sida, on lui demande s'il a eu un coïtanal réceptif pour lui donner ou non une prophylaxie. S'il a eu une prophylaxie, en France, tous les gosses qui ont d'un coup la trouille parce qu'ils sont envoyés en larmes samedi soir ont droit à une prophylaxie qui n'est pas justifiée par la connaissance scientifique. Donc voilà un élément majeur de relation avec notre société. Vous voyez, les tabous qui restent, qui sont infranchissables. Un autre tabou, l'épidémie du choléra, un tabou de l'OMS d'ailleurs. L'épidémie du choléra, on sait depuis relativement tôt, tous les gens à Haïti savaient que c'était les soldats népalais qui avaient apporté, qui venaient d'un pays épidémique dans lequel il y avait des épidémies de choléra, qui sont arrivés, qui avaient des sanitaires qui étaient dans un état épouvantable. Et le travail qu'a fait Renaud Piarou n'a même pas été examiné par le Lancet parce que c'était tabou. On ne pouvait pas dire que c'était les bons soldats qui étaient venus pour faire du bien à Haïti, qui ont tué 10 000 personnes parce que les conditions sanitaires et la déclaration de l'épidémie de choléra à l'intérieur du camp népalais n'a pas été faite. D'accord? Voilà des éléments majeurs qui ne sont pas mineurs, ça c'est des choses majeures. Notre rapport à la société fait qu'on ne peut pas dire ce que nous savons. La deuxième, donc, il y a là une vraie réflexion sur le temps qu'on sera tellement excité par ceci. La deuxième chose que je voudrais dire, et qui est un point important pour lequel je ne suis pas suspect non plus, je crois, sur lequel on n'a pas assisté suffisamment, c'est le rôle des carnivores dans l'émergence des maladies. Donc c'est ce qu'on est en train de découvrir. Je ne fais pas partie des écologistes qui sont contre le fait qu'on mange de la viande, je ne veux pas que vous croyez ça, mais en pratique, un nombre de maladies émergentes viennent du fait que l'on mange un des modes de transmission majeurs des nouveaux pathogènes, le SARS, dont très vraisemblablement le sida, dont un certain nombre de maladies a été lié en Afrique avec la nourriture de viande de brousse et partout avec. Et il y a d'ailleurs une zone à très haut risque à surveiller, c'est qu'il y a un coin dans le nord de la Thaïlande, Laos et dans la Chine avoisinante, dans lequel les gens mangent tous les animaux crus. C'est une zone culturelle et dans laquelle cette zone est probablement une source à venir tout à fait extraordinaire de nouveaux pathogènes émergents. Ils mangent des poissons crus, mais ils mangent tout avec les viscères, etc. Il y a des maladies qui sont spécifiques à cette zone parce que c'est les seuls à manger tout cru. Et donc ça, c'est probablement une zone à réfléchir et à surveiller pour les pathogènes émergents. Voilà les quelques domaines que je voulais dire. Je voulais dire attention sur le SARS. À force de vouloir vous expliquer les choses simplement, on finit par vous dire des choses qui sont approximatives.
quand même, dans le SARS, c'est quelque chose qui est resté très très mystérieux pendant longtemps. C'est la transmission à l'intérieur de cet hôtel à Hong Kong dans lequel les gens étaient transmis. Et globalement, ce qu'on pense, c'est que ce n'était pas du tout respiratoire, mais c'était par les mains, et que c'est un des employés qui avait le SARS qui, en touchant les poignées de porte, a transmis à l'intérieur de l'hôtel, et que donc l'essentiel de la transmission du SARS ne s'est pas faite comme ça. Quant à Roissy, je m'excuse, quand on demande aux gens s'ils font bien, ils vous répondent toujours qu'ils font bien, mais il n'y a eu qu'un SARS en France, c'est un médecin, il est passé à Roissy sans rien dire à personne, bien sûr il n'a pas été arrêté, il est allé directement dans sa ville, à Lille, où il est mort dans une réanimation, donc la gestion du SARS, ça a été ça en France, et à Roissy, moi la dernière fois que j'y suis allé, je m'excuse, mais il s'est passé quelque chose qui théoriquement ne devrait pas se passer. J'avais devant moi, j'allais à Montréal, j'avais devant moi un gosse qui avait 6 ans, qui avait une magnifique varicelle flamboyante, et les Américains sont en train de se plaindre qu'on importe chez eux et de la rougeole et de la varicelle, parce qu'ils ne trouvent rien dans les avions qui partent. Donc je suis plus dubitatif que vous sur la qualité de la prévention des maladies transmissibles à Roissy. Franchise est la règle dans nos échanges. On peut applaudir le professeur Raoult. Je ne suis pas convaincu que le problème était l'information. Le problème, c'est que la prise de décision était complètement délirante. Était délirante. C'est-à-dire qu'à partir de l'hybris de H5N1, qui est une folie, dans laquelle c'est embarqué tout le monde, la presse, etc., tout le monde va mourir, c'est une bombe atomique, moi je peux te dire qu'il était prévu pour H1N1 d'avoir du jour au lendemain 700 lits pour la grippe. Au maximum de l'intervention, c'était plan blanc, c'était toute la France. Au maximum, nous avons eu 25 lits dédiés à la grippe pendant H5N1. Mais c'était impossible d'en avoir 700. Donc cette espèce d'hybris, de folie démesurée, a pris une ampleur qui était... C'est pour ça, je pense qu'il faut que tu sois prudente, Catherine. Il ne faut pas prendre les modèles. Moi, j'écrivais en mai dans la revue nationale des médecins. J'ai dit, faites attention, il faut passer par les docteurs, c'est les docteurs qui doivent vacciner. Faites attention, je disais, je maintiens, il faut vacciner contre le pneumocoque, parce que ça, on sait que ça fera des vies. Ce qui n'a jamais été véhiculé par le ministère de la Santé, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que les mesures de bon sens, on traite la grippe sur une ampleur un peu plus importante, avec les gens qui ont l'habitude de le faire, plutôt que de dire au préfet, on va vacciner dans les stades, c'est pas un problème de communication, c'est un problème de gestion. C'est pas un problème de communication. À partir du moment où on a dit, c'est devenu un problème de communication, à partir du moment où l'État s'est emparé d'une chose qui était celle des docteurs, qui s'en occupaient comme d'habitude, mais un peu plus, et c'est devenu d'un coup, on a fait une étude qu'on a publiée là-dessus, les gens de gauche refusaient de se faire vacciner, les gens de droite se faisaient vacciner. C'est devenu une séparation politique. Est-ce que vous êtes pour ou contre la politique du gouvernement? Parce que le gouvernement s'est emparé d'un problème médical qui devait être géré comme un problème médical. C'est exactement pour cela que nous sommes réunis, pour que ça n'arrive